Le processus de mise en place du Sénat marque une autre étape. Les votes des sénateurs se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire national. Des votes sur fond de grogne de la rue dans certaines localités. L'opposition a tenu à réaffirmer son rejet. Et puis, on votait également au Mali et hors du pays. Cette journée marque une étape importante donc dans le processus de sortie de crise dans ce pays. Les Maliens ont exprimé leur choix sur un total de 27 candidats. Le défi actuel de la télévision, c'est bien la TNT, la télévision numérique terrestre. En attendant, nous allons vous proposer de revoir le passage de l'analogique au numérique. C'est dans le domaine du montage et ce dossier est proposé à l'occasion du cinquantenaire de la télévision du Burkina. Et puis, une campagne agricole bonne, finalement prometteuse. Il y aurait donc eu plus de peur que de mal. Le retard dans l'installation des pluies pourrait être rattrapé si la tendance actuelle est maintenue. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout de suite, on ouvre le carnet des votes des sénateurs. Ont voté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les conseillers municipaux, ils ont la tâche de voter les sénateurs qui vont représenter le peuple dans le futur Sénat. Ouvert ce matin à 6 heures, les portes des bureaux de vote se sont refermées cet après-midi à 14 heures. Depuis, l'heure est au dépouillement. Une de nos équipes a assisté à la séance de l'arrondissement 12, c'est à la Padoie. Le reportage est donc signé de Souleymane Sanou et Abdul Rasmane Zongo. C'est historique. Le Burkina Faso a tenu son pari organisationnel des sénatoriales 2013. Entamé ce matin à 6 heures et close à présent, le vote des sénateurs a connu son volet dépouillement à 14 heures. Justement à 14h GMT, à l'arrondissement 12 du quartier Padoua de Ouagadougou, nous avons immortalisé en live le comptage des bulletins de vote. Une séance de dépouillement marquée par la présence remarquée de la sécurité et de l'équipe commise à la tâche, composée entre autres de représentants de partis, de présidents de bureaux de vote et de secrétaires de séance. Le matériel technique n'a pas fait défaut. Maintenant, quant aux élections, c'était bien déroulé. Très bien, parce qu'il y a 15 conseillers, il y a 10 pour CDP, il y a 5 pour EPC qui se réclament de l'opposition. Alors, nous avons voté, et tous les 9 conseillers ont passé ici, ont voté d'une façon calme, responsable et dans la dignité. Alors, le président que je suis, je n'ai constaté en aucun moment un déraillement quelconque. Nous avons fait notre travail et nous avons la chance, une grande chance d'avoir la télé nationale à l'heure de fermeture. Dans cet arrondissement, 15 conseillers sont censés accomplir leur devoir de citoyen, dont 10 pour le CDP, parti au pouvoir, et 5 pour l'UPC, parti d'opposition. Le Congrès pour la démocratie et le progrès s'en tire avec 9 suffrages exprimés sur 10 inscrits. C'est avec satisfaction que j'ai suivi tout le long de cette journée électorale ce qui s'est passé dans cet arrondissement-ci, parce que nous avons constaté que très tôt, tous les conseillers qui sont conscients de l'utilité du respect des textes démocratiques qui sont en vigueur dans notre pays sont venus en tout cas s'acquitter de leur devoir, c'est-à-dire voter. Et donc là, nous avons passé toute la journée et nous avons constaté qu'en réalité, il n'y a vraiment pas eu d'obstacle, il n'y a pas eu de perturbation. Je suis venu ce matin voter. Je suis une conseillère municipale. Je fais partie de l'arrondissement numéro 12. Moi, je souhaite bon vent au Sénat et bonne chance également. Communal et régional avant la proclamation définitive des résultats au plus tard demain 29 juillet par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Et puis, je vous propose une tournée de vérification dans quelques localités de notre pays. Cap sur la région du Nord, à Waiguia précisément, les votes ont bien eu lieu, même si l'on déplore quelques dérapages dans la localité, quelques perturbations. Donc, comme nous le rapportent nos reporters spéciaux envoyés sur place à Théodore Zoubga. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Waiguia. Il est 7 heures et les électeurs s'acquittent déjà de leurs droits civiques. C'est là que le gouverneur de la région du Nord a débuté sa tournée pour constater le déroulement du scrutin. Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser l'opération. Au niveau de notre région, il y a une seule liste qui compétit. Mais
Dans tous les cas, nous pensons que les uns et les autres sont sereins. Au niveau aussi de l'administration, nous avons pris toutes les dispositions pour que ceux qui veulent, tous les conseillers qui souhaitent participer au vote puissent venir et accomplir leur devoir civique. Dans ce bureau de vote, 56 conseillers municipaux sont attendus pour désigner les 3 sénateurs de la région. Nous étions parmi les premiers à voter. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un devoir civique. La deuxième raison, c'est que nous pensons aussi que la mise en place d'une telle structure pourrait être un avantage certain d'amélioration en fait de notre démocratie, c'est ce que je pense. Des manifestants ont tenté de prendre en otage le scrutin qui s'est tout de même effectué. Ici, il n'y a pas d'incident sur le déroulement des votes. Le processus se déroule normalement. Nous avons enregistré 51 votants sur 56 et nous attendons toujours. Des pneumatiques ont été brûlés sur certaines artères de la ville, mais les forces de défense et de sécurité s'attellent à maîtriser la situation. Dans la région du Sahel, 2 partis politiques, en l'occurrence le CDP et le CFDB, convoitent les 3 postes de sénateurs en jeu. Là-bas, comme prévu, les bureaux ont ouvert à 6 h ce matin. Ambiance de jour de vote, il s'est passé dans le calme. Le témoignage est de Moumouni Soubega. Bureau de vote de Dori. À 6 h moins, tout le dispositif est en place. Les bulletins de vote, l'encre, la liste électorale, l'urne et les membres du bureau de vote sont au complet. Après vérification, le vote peut commencer à 6 h GMT comme prévu. Dès l'ouverture du bureau de vote, nombreux sont les conseillers à répondre à l'appel du CDP et de la CFDB pour élire les sénateurs du Sahel. Je suis venu pour voter parce que ça c'est un bon pour nous tous, parce que ça nous donne la sécurité et renforcer la démocratie dans notre pays. Et parmi les premiers électeurs, Idrissa Dianyangou Lompo, tête de liste du Congrès pour la démocratie et le progrès. Son parti totalise la majorité des conseillers et il compte sur la loyauté de ces derniers. Je suis très confiant de notre victoire. Vu le nombre de nos conseillers, je pense qu'il n'y a pas match. Espoir également du candidat tête de liste de la CFD qui salue d'abord la tenue de ces scrutins. Ces élections, c'est une façon effectivement de renforcer la démocratie. Nous avons moins de conseillers, mais quand même il y a le mode de calcul. C'est quand même confiant. Je le crois. Je le crois et jusqu'à ce que je vois le contraire. C'est comme je l'ai dit parce que j'estime que c'est les grands électeurs. Côté sécurité, des dispositions ont été également prises. Des éléments de la police et de la gendarmerie nationale veillent au grain pour assurer un bon déroulement du vote. Au bureau de vote de Dori situé à la préfecture au secteur numéro 2, aucune difficulté n'est à signaler selon le président du bureau de vote. Les conseillers sont là et je crois bien qu'ils passent un à un, chacun amène sa carte d'identité et on vérifie aux listes électorales si à son nom, on lui donne le bulletin, il va aller voter. C'est comment ça déroule très bien pour le moment. D'accord, vous avez du mal. Dans les rues de la capitale de la région du Sahel, les populations attendent de connaître les noms de leurs futurs sénateurs dans le calme. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 14 h, heure à partir de laquelle les dépouillements débuteront pour dégager les premières tendances. Voilà, les premières tendances à suivre très bientôt. En attendant, autre localité et même ambiance. Là, nous sommes dans la région de la boucle du Moun. On a donc voté dans cette localité aussi aujourd'hui. Dans cette région, donc, le CDP et l'UPR sont dans les starting blocks pour les départager. 2079 conseillers municipaux ont fait le point avec Ouidja Rukia Sanou. 6 h. En ma qualité de président du bureau de vote, je déclare ouvert les élections. Michel Tenté Koulibaly est le président de l'unique bureau de vote de la commune de Dédougou, capitale de la région de la boucle du Moun. Entre 6 h et 14 h ce dimanche, 92 électeurs sont appelés à franchir le seuil de ce bureau pour désigner les sénateurs de la région. Ismaël Traoré est le premier à se prêter à cet exercice. Je viens d'accomplir mon devoir civique.
J'ai décidé de voter parce que ça représente pour moi un renforcement de la démocratie dans notre pays, à savoir que c'est une nouvelle chose. C'est vrai, beaucoup de gens sont contre, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Je suis venu pour accomplir mon devoir. Comme lui, ils sont au total 2079 conseillers municipaux répartis dans 47 communes à prendre part à ces élections dans la boucle du Moumoun. Par rapport à l'organisation, je crois que tout est au parfum. Le matériel est placé dans toutes les communes. La sécurité est également assurée. Les consignes précises et formelles ont été données à l'ensemble des préfets. Nous allons sortir instamment pour faire une supervision, pour nous assurer que dans l'ensemble des bureaux de vote, tout se déroule normalement. Deux partis, à savoir l'Union pour la République, UPR, et le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, sont en lice dans la boucle du Moun, avec chacun une liste de 6 candidats, dont 3 titulaires et 3 suppléants. Et juste à côté, dans la région du sud-ouest, donc, idem, la journée aura été marquée par le vote des conseillers municipaux. Là également, 3 postes sont en jeu pour 2 partis, en l'occurrence le parti au pouvoir, le CDP et l'UNDD. Nos reporters sur place ont fait le constat, le tour de quelques bureaux de vote, et voici le constat. Ce 28 juillet, à 6 heures précises, le président du bureau de vote de la mairie de Gawa présente l'urne vide avant de la sceller. Moins d'une dizaine de minutes après les formalités d'installation, le bureau reçoit ses premiers votants. 27 autres bureaux de vote sont concernés dans la région et c'est aussi le moment de déployer l'équipe régionale de supervision de ces élections sur 3 axes impliquant la police, la gendarmerie et le gouvernorat. Et telles que les choses ont été faites, on devrait pouvoir couvrir en tout cas certains bureaux de vote en laissant également la latitude aux commissaires qui sont les présidents des comités provinciaux de couvrir également leurs ressorts dans le cadre de ces élections sénatoriales. La commune de Gawa compte en tout 130 conseillers municipaux. À 11 heures, son bureau enregistrait 61 votants. À 25 km de là, la commune rurale de Bouroum-Bouroum loge un conseil municipal de 38 membres. Nous avons ouvert le scrutin à 6 heures. Et présentement, il est 7h54 minutes. Et nous avons enregistré 5 votants. Aux environs de 11 heures, le président de ce bureau annonçait 9 votants. Le Sud-Ouest compte en tout 2176 conseillers municipaux, tous partis confondus. Le CDP et l'UNDD sont les partis politiques en lice pour les 3 postes de sénateurs de la région. C'est un compte rendu de Sébastien Zongo. Et puis à présent, ambiance de vote toujours sur fond de grogne, cette fois-ci de la rue. Nous sommes dans la région du centre-ouest. Le choix des représentants à la 2e chambre du Parlement ne s'est pas passé sans heure. Des jeunes ont tenu à exprimer leur désaccord contre le processus de mise en place du Sénat. Mais dans l'ensemble, les votes se sont tenus, comme nous le rapportent nos envoyés spéciaux, Mariam Kone, Roger Kam et Wendata Nathalie Kaori. La commune de Koudougou compte exactement 60 conseillers, soit 35 du CDP, 24 de l'UNDD et 1 de l'ADF-RDA. Et puisque le parti de l'éléphant ne prend pas part à ces élections, ce sont donc 59 votants potentiels qui sont concernés par l'élection sénatoriale dans cette commune. Il est 6h moins 10 ici dans la salle des fêtes de la mairie de Koudougou qui fait office de bureau de vote. On s'active pour les dernières mises au point pendant que les conseillers aujourd'hui électeurs sont déjà sur place. À 6h, le vote est ouvert. La sérénité est au rendez-vous, la galanterie aussi, puisque les femmes sont invitées à passer les premières devant les membres du bureau de vote. Vérification d'identité, un tour dans l'isoloir et voici les conseillers en train d'effectuer le choix de leurs représentants au Sénat. Après le vote, c'est le sentiment d'avoir accompli un acte citoyen qui se dégage. Le fait d'avoir accompli mon devoir civique et mon devoir de citoyen, j'en suis fière et heureuse. Et je souhaite que le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. C'est un sentiment de joie pour un citoyen comme moi, parce que j'estime que aller voter pour les sénatoriales, c'est participer au renforcement de la démocratie.
Quelques 2 heures après l'ouverture du bureau de vote, le premier responsable de la région du Centre-Ouest fait son arrivée à la mairie de Koudougou. En tant que superviseur, il est là pour s'assurer que tout se passe bien. Je félicite d'abord les électeurs qui ont été vraiment ponctuels, matinales, mais je voudrais d'une manière générale souhaiter que cette première expérience au niveau de Koudougou et du Burkina Faso se passe dans de bonnes conditions pour que la démocratie se renforce dans notre pays. Après la mairie de Koudougou, le gouverneur et sa délégation ont pris le chemin pour la poursuite de la supervision dans d'autres communes de la région du Centre-Ouest. Cela fait maintenant un peu plus de 3 heures que le bureau de vote est ouvert ici à la mairie de Koudougou. Au moment où nous nous apprêtons à quitter les lieux, les membres de ce bureau que sont le plus ancien et le plus jeune conseiller de la commune, ainsi que les représentants des 2 partis politiques que sont l'UNDD et le CDP, attendent toujours l'arrivée des 3 derniers électeurs qui devront dans quelques instants passer pour porter le choix sur leur futur représentant à la 2e chambre du Parlement. Pendant ce temps, c'est une ambiance de sérénité mais aussi de tension qui règne dans la ville de Koudougou. Pendant qu'une bonne partie de la population vague tranquillement à ses occupations, un mouvement qui se fait appeler Jeunesse consciente de Koudougou se dirigeait en direction de la mairie de Koudougou pour manifester leur opposition à la création du Sénat. Et bien entendu, la région du centre, dont Ouagadougou a aussi connu sa journée de vote sur l'ambiance générale qui a accompagné ces élections. Le président du comité national d'organisation des élections sénatoriales des collectivités territoriales s'exprime. Ce sont des propos recueillis au micro de Souleymane Sanou et Abdoul Rasmane Zongo. On peut dire que tout s'est déroulé dans de bonnes conditions et les 13 régions ont connu des votes qui se sont passés dans la sérénité, sauf qu'il y a eu quelques incidents qu'on nous a rapportés. Et le premier incident, c'est à Bobo-Dioulasso, où suite à une manifestation de marche autorisée, il y a eu des débordements. Et ce dérapage a consistait en ce qu'un groupe de jeunes, selon les organisateurs eux-mêmes qui ont regretté quand même ce dérapage, un groupe de jeunes s'est déporté vers les bureaux de vote des arrondissements. Et là-dessus, on a pu heureusement récupérer à temps le matériel électoral. En ce moment, au moment où je vous parle, il se trouvait que tous les inscrits, tous ceux qui désiraient voter avaient déjà voté. Et là, heureusement, les résultats intacts. Donc, ça n'entache en rien l'intégrité du scrutin de ce côté-là. Nous avons enregistré également un incident à Waiguya, dans la région du Nord, où un groupe de manifestants ont jeté des cailloux sur la mairie, là où se déroulaient les élections. Là-dessus aussi, la sécurité a dû intervenir et il n'y a pas eu de problème majeur. Nous notons toujours dans le Nord une altercation, une discussion entre un élu local et son maire dans une des collectivités. Les premières tendances, je ne veux pas vraiment m'aventurer sur des choses. Ce qui est sûr, demain matin, nous allons être en possession des résultats. Parce qu'il faut que le gouverneur centralise tout. Et avant que ça n'arrive chez le gouverneur, des communes, ça vient au niveau de la province. Le haut commissaire, le comité provincial qui centralise, qui envoie l'ensemble au niveau de la région. Et la région maintenant va faire le recensement des voix avant de nous transmettre ça. Mais déjà, je me dis qu'on peut avoir, à partir des bureaux de vote, puisque le scrutin est déjà clos, si on a les nombres de suffrages exprimés par commune déjà, on peut s'amuser à faire des estimations. Mais en tant que comité national, nous nous abstenons de rentrer dans ce type d'estimation. On préfère que ça vienne sur procès verbal avec les feuilles de dépouillement. Et là, c'est beaucoup plus fiable. Voilà, il faudra donc attendre dès demain pour en savoir un peu plus sur le verdict des urnes à l'occasion de ce vote qui
participe donc du processus de mise en œuvre du Sénat. Et comme vous le savez, le processus ne fait pas l'unanimité, comme cela a été rapporté de nos reporters que vous venez de suivre, dont vous venez de suivre les reportages. Une fois de plus, donc, une partie de l'opinion politique manifeste son rejet de la deuxième chambre des représentants. Ce matin, à l'appel de l'opposition, des Burkinabés sont descendus dans la rue. Ils rejettent le Sénat et la révision de l'article 37, entre autres. Le reportage est signé de Sié Sylvestre Da. Au moment où les élections sénatoriales se déroulaient dans les différents arrondissements, l'opposition politique burkinabé a choisi d'organiser une marche-meeting pour réaffirmer son opposition à la mise en place de cette deuxième chambre du Parlement et aussi dire non à la révision de l'article 37 de la Constitution, ainsi qu'à la politique du gouvernement. Les marcheurs ont emprunté les avenues du Médiateur, de la cathédrale, Kwame Nkrumah, de la Nation, en passant par le rond-point des Nations Unies. Revenu au point de départ à la place de la Nation, la foule a eu droit à l'adresse du chef de file de l'opposition au cours des meetings. Le Sénat, le Sénat, le Sénat. Notre combat contre le Sénat, contre la révision de l'article 37 et contre la politique du gouvernement doit se poursuivre résolument jusqu'à la victoire finale. Et la victoire finale, c'est le changement. L'opposition, comme vous le voyez, est déjà soudée. Elle est unie, elle est engagée, elle est déterminée. Elle attend maintenant les Burkinabés, d'où qu'ils viennent, pour que de là de nos différences et de nos divergences, nous puissions nous rassembler. Vous êtes prêts? Nous puissions nous rassembler et faire en sorte, pour la première fois de notre histoire, que notre pays vive un jour une expérience d'alternance démocratique. D'autres figures, des responsables politiques, des mouvements et d'associations de jeunesse, des représentants de structures de la société civile, ainsi que des artistes, se sont succédés à la tribune pour marquer leur adhésion à cette action. Le service de sécurité mis en place par le chef de file de l'opposition, ajouté aux policiers postés aux différents carrefours, ont permis d'éviter d'éventuelles situations fâcheuses. Autre point de l'actualité, objectif 7e Forum national des jeunes du Faso. La 7e grand-messe devrait se parer des nouvelles ambitions du département en charge des questions de jeunesse et d'emploi. Pour le moment, l'heure est au diagnostic des forats passés pour mieux orienter le futur, et le reportage est signé de Christophe Da. Le rapport diagnostic des 6 éditions du FNJ, Forum national des jeunes, a été adopté et validé par les séminaristes 48 heures après le début des travaux. D'importants amendements et enrichissements ont été apportés au rapport, notamment la prise en compte des axes de la SCAD qui a remplacé le CCLP. Des innovations telles que l'organisation des forats régionaux ont aussi été apportées. Dans leur déclaration, les jeunes se sont félicités d'être arrivés au bout du processus et ont exprimé leur satisfaction quant au chemin parcouru par le FNJ. Les jeunes ont à l'unanimité adopté une déclaration. Cette déclaration interpelle l'ensemble des acteurs et remercie surtout son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour avoir eu l'initiative de convoquer le premier forum et de pérenniser cette activité. Les jeunes ont demandé qu'ils veulent désormais être des acteurs clés concernant la préparation, l'organisation et l'animation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des différents forats qui vont s'organiser à partir de maintenant. Ce cadre de dialogue, dont la première édition a été tenue en juin 2005 à Ouagadougou, a fait école. En témoigne la présence à ce séminaire d'invités de marque venus s'inspirer de l'expérience de la jeunesse burkinabé. Il n'est pas une utopie de dire que la jeunesse burkinabé est organisée et que dans sa dynamique, elle pense développement, elle pense intégration. Et c'est cela que nous avons retenu et c'est ça qui est ça. Parce que venir faire le bilan de 6 forats, en tirer les enseignements, pour se projeter dans l'avenir, ce n'est pas donné à toute jeunesse d'y réfléchir. La jeunesse burkinabé se donne rendez-vous à Gawa pour la 7e édition du Forum national des jeunes sous sa nouvelle forme. Et puis, on refeuillette ce dossier qui a fait couler encre et salive chez nous, l'affaire Philippe Marcel Marion, du nom de ce quinquagénaire français qui s'est rendu coupable de pédophilie. Les faits se sont passés dans le quartier Karpala de Ouaga. Depuis le 21 juin dernier, il est condamné à la peine de 4 ans de prison ferme. Avis des habitants de la zone sur la question. La réponse dans ce dossier signé Ismaël Diloma Sirima et Karim Namouanou.
Voici la tanière du prédateur Philippe Marcel Marion. Il y a vécu 2 mois durant sans éveiller les soupçons de ses voisins. Mais derrière l'expatrié français de 54 ans sommeillaient des penchants pédophiles. Ses proies, des enfants de 4 à 14 ans, ses appâts, du pain, des œufs et des friandises. Je voyais des gamins rentrer là-bas, mais ils me disaient que c'était pour manger des omelettes. Bon, ça m'a vraiment surpris quoi, car c'était la première fois que j'apprends ce genre de trucs là dans notre pays quoi. Mis aux arrêts le 21 mai dernier grâce à la plainte d'un parent, Philippe Marcel Marion a été jugé pour attentat à la pudeur sur 17 mineurs. Reconnu coupable, il a été condamné à 4 ans de prison ferme, une peine qui ne fait pas l'unanimité. On doit bien le châtier afin de dissuader tout autre pédophile. Et je trouve que 4 ans de prison, c'est faible. La loi prévoit une peine d'emprisonnement de 1, dans ce cas bien précis, de 1 à 5 ans, lorsqu'il y a eu attentat à la pudeur sur des enfants de 15 ans. Aujourd'hui, Philippe Marcel Marion médite son sort derrière les barreaux. Mais à Karpala, parents et enfants sont toujours sous le choc. Au-delà des blessures morales, il faut penser les blessures physiques. On nous a demandé de soumettre l'enfant à des examens, mais comme on n'a pas les moyens, on n'a pas encore pu les faire. Le cas de ces 17 gamins abusés n'est pas isolé. D'autres mineurs couriraient les mêmes risques et le procureur général du Faso tire la sonnette d'alarme. Ce phénomène n'est pas très connu, il n'y a pas de publicité autour de ce genre d'actes et je comprends parfaitement. Le conseil que je devrais leur donner, c'est d'être un peu plus attentive ou peut-être plus attentif, je parle des 2 parents, aux déclarations de leurs enfants. Surtout lorsque la déclaration est choquante, impensable même, qu'on ne peut même pas imaginer. Il faut surtout savoir pourquoi l'enfant vient vous dire ça. Parce qu'il aurait pu y avoir pire. Si ça avait continué, peut-être qu'il aurait sodomisé les enfants, ils auraient eu des déchirures, ils auraient eu des enfants traumatisés à vie. Pour l'heure, les atteintes psychologiques sur les 17 mineurs abusés n'ont pas été évaluées. Des psychologues pourraient poser un diagnostic clair pour qu'à défaut d'amener les enfants à oublier, ils puissent néanmoins les amener à surmonter les séquelles des crimes sexuels. Question des droits de l'enfant. Toujours, cette fois, c'est l'Assemblée nationale qui porte la voix des plus faibles, surtout ceux que guette le sournois fléau de la malnutrition. Comprendre pour mieux adapter la lutte, les députés sont passés par la phase visite de terrain et travaux en commission. Au terme de 3 jours de travaux, les voilà prêts à prendre en marche le train de la lutte. Le reportage est signé Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. C'est une résolution et des propositions de stratégie d'action pour lutter contre la malnutrition des enfants qui a sanctionné les 3 jours de réflexion menés dans le cadre de l'atelier consacré à ce sujet. C'est un bilan satisfaisant quand les premiers responsables du réseau de parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant, REPRODEN. Nous avions pour objectif de faire en sorte que les parlementaires puissent mieux s'engager pour lutter contre le phénomène auprès de l'État, auprès des OSC, auprès des PTF. Cet objectif aussi est atteint parce que à la fin de l'atelier, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le Parlement, via le REPRODEN, dispose d'un plan d'action des parlementaires pour la lutte contre le phénomène de la malnutrition. Même satisfaction du côté des premiers responsables de l'Assemblée nationale pour qui le travail ne fait que commencer. Vous avez pris une résolution et formulé des recommandations. Vous vous êtes donc engagé. La suite de cet atelier est alors plus important que l'atelier lui-même. Il s'agit à présent d'agir et surtout de produire des résultats. Le plan d'action que vous avez conçu existe désormais à cet effet. Mais déjà, rendez-vous est pris pour septembre prochain avec le grand plaidoyer auprès des membres du gouvernement. Direction nos champs et prés à présent, c'est bien la période où l'on scrute le ciel du regard et pour cause. Dame Nature s'est faite quelque peu capricieuse en cette campagne électorale.
campagne agricole, vous l'aurez rectifié. Caprice passager, finalement, les pluies longtemps désirées sont là, chose qui booste l'espoir d'une bonne campagne cette année. C'est un avis de profanes et aussi d'experts. Nous marchons sur les pas de techniciens d'agriculture et eux nous guident à travers quelques champs de la région du centre. Le reportage est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Monsieur Ouedraogo et sa famille en pleine séance de désherbage de son champ de mil à Rawelgue dans la commune de Komsilga. La saison agricole s'est installée tardivement cette année, ce qui explique que les plantes sont encore très jeunes. Mais il y a toujours un brin d'espoir. La saison cette année a démarré avec un retard, mais aujourd'hui, quand nous regardons, la situation semble s'améliorer. Du côté des services techniques, le bilan de la saison agricole à cette étape dans la région du centre, même s'il n'est pas très satisfaisant, il n'est pas non plus alarmant. La campagne a commencé à bien s'installer. Il y a eu un démarrage difficile, mais à partir du 1er juillet, c'est-à-dire la première décade surtout, il y a eu un renforcement de l'activité de la mousson, ce qui a permis aux gens, ceux qui sèment les céréales, d'achever les semis. Jusqu'au 15 juillet, ils ont pu s'aimer. Dans les céréales, on a plus de 90% de semis. Actuellement, c'est les semis de légumineuses qui ont commencé. Si toutefois, la pluviométrie, les précipitations se poursuivent comme il a démarré depuis juillet, on peut dire que la campagne sera bonne. L'on s'en remet donc tout simplement au ciel pour qu'il pleuve suffisamment pendant un certain temps, mais le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire propose une solution d'irrigation complémentaire en cas de poche de sécheresse. Voilà, c'est donc un reportage de Jacques Lamissa Tarpaga qui nous laisse croire que le voyage en enfer n'aura pas lieu, non, ou plutôt si, dans le monde à Edith Max Yagibou, on y vit la souffrance, les exactions, en résumé, une vie d'enfer. Tout cela est relaté dans l'œuvre que nous propose l'auteur, dédicace du roman vendredi dernier à Ouagadougou. Le reportage est signé de Oswald Gaëtan Segueda et Abdul Rasmane Zongo. Voyage en enfer est un récit autobiographique, un remous de souvenirs douloureux, mais aussi un soupir qui décharge le cœur de l'auteur, Edith Max Yagibou. Un cœur meurtri depuis le remariage de son père et toute la souffrance endurée du fait de sa marâtre. 61 ans après, Madame Yagibou fait le choix de la littérature pour décrire son enfer. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que finalement cette femme-là, elle est morte à un moment donné. Et nous, on n'était plus là. Et bon, au moment où j'ai pensé que je pouvais au moins parler avec papa, papa était encore en vie, mais papa, il avait 93 ans et puis il avait du mal à supporter. Au-delà de ce voyage, c'est une position vis-à-vis de la polygamie qui est exprimée. Le message que je voudrais livrer, c'est que bon, c'est pas interdit à un monsieur de prendre une deuxième femme ou une troisième femme. Mais encore une fois, chacun vit la situation selon ce qu'il ressent et selon l'environnement. Née au Niger en 1934 d'un père togolais et d'une mère sénégalaise, Edith Max Yagibou est sage-femme de profession et burkinabé par alliance. Et puis, on fait un gros plan sur la section montage, comme on l'appelle dans le jargon journalistique en télévision. Du temps de la Volta Vision, à nos jours, la section est passée par plus d'un lifting. Le montage, c'est donc cette section indispensable où se fait l'assemblage du son et de l'image qui vous sont proposés. Mais cela, Sali Nana, qui a consacré un dossier sur la question, vous l'expliquera mieux. Raconter une histoire ou exprimer un sentiment, une idée à partir de plusieurs images collectées, ils le font au quotidien il y a maintenant 50 ans, précisément depuis le 5 août 1963, date de création de la Volta Vision, aujourd'hui Télévision du Burkina. Profession monteur, ces hommes et femmes allient en longueur de journée logique et créativité pour donner vie à l'image. Dans l'audiovisuel, quand nous arrivions à la Volta Vision à l'époque, dans les années 79-80, on était 3. Il faut dire qu'à l'époque, c'est le monteur qui s'occupait et du montage, et de la diffusion, et également de l'émetteur.
Faire du news est assez stressant. Pour un journal télévisé, par exemple, le caméraman peut filmer 30 minutes d'image alors que le sujet exige 2 à 3 minutes de diffusion. C'est donc eux, monteurs, en complicité avec le journaliste, qui doivent sélectionner les plans et les paroles qui feront mouche. Depuis bien longtemps, ces techniques de sélection et d'assemblage des plans se sont faites sur des tables de montage analogiques. Ceux qui ont connu l'ère du montage analogique s'en souviennent. À l'époque, on travaillait sur des caméras demi-pouce. Et ces caméras demi-pouce, il y avait la caméra à part et le magnétoscope à part, où effectivement on mettait la bande d'enregistrement et de lecture d'ailleurs. Et il faut dire qu'on ne procédait pas à un montage. Et on déposait le magnétoscope et on lisait la bande. Et on lisait la bande. Et dans son temps, le présentateur, lui, il présentait en off, il commentait sur les images. Il y a une interview, bon, on arrête et puis bon, on répète l'interview et puis bon, et il annonce l'intervenant, son nom, son titre et de quelle cérémonie il s'agit et le type. Le montage en analogie, on a commencé quand on a une caméra 3/4 du pouce, qu'on appelait à l'époque les avances. Seulement, le magnétoscope était gros. Vraiment, il était gros et puis lourd. À l'époque de l'analogie, il faut dire que le montage se faisait sur des supports analogiques. C'est-à-dire, bon, c'est des cassettes et c'est sur la cassette elle-même qu'on montait. Et il s'agit de transférer les images désirées d'une cassette mère à la cassette enregistreur. Aujourd'hui, à la section montage de la télévision du Burkina, plus question de faire le montage manuellement. Les logiciels Adobe et Final Cut ont remplacé les tables de montage analogiques. Nous, on était tellement habitués au montage analogique. Et puis, bon, voici que le numérique est arrivé. Bon, ça n'a pas été facile, comme je vous l'ai dit. Il a fallu que, bon, des décisions soient prises. Et quand ils ont abandonné, ils ont vu la facilité, la fluidité au niveau du travail. Donc, et c'est parti de soi-même. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont plus à l'aise dedans. Et si on leur demandait de retourner à l'analogie, je pense qu'ils ne seraient pas partants. Une transition qui s'est donc faite difficilement. Et même si pour cette catégorie de monteurs, l'analogie avait ses avantages, ils sont unanimes que le numérique a plus de facilité. Le montage de numérique offre beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de possibilités en termes de création, en termes, en tout cas, de déplacement des plans, en termes de déplacement des séquences. En tout cas, il y a une infinie possibilité en termes de réalisation. On pourrait passer facilement une semaine, des nuitées, pour monter un documentaire de 26 minutes. Aujourd'hui, avec le numérique, l'avantage, c'est quoi? C'est plus facile et ça prend moins de temps. Si parmi la dizaine de monteurs que compte la section à la télévision du Burkina, certains sont passés du montage analogique au numérique, d'autres par contre n'ont pas connu cette époque. C'est une jeune génération en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication et pour qui le montage n'est plus qu'un jeu d'enfant avec ses ordinateurs. Pour eux, le montage numérique à la télévision du Burkina n'est pas encore au top. C'est vrai que nous montons sur des bancs numériques, mais nous utilisons toujours des cassettes. Donc le temps de capture ne nous permet pas d'être un peu rapide. Donc si on pouvait, au niveau des cadres, s'ils utilisaient des cartes mémoire, bon, cela dit qu'au niveau du montage, il ne suffit seulement que de copier et puis de commencer le montage. Alors qu'avec ces bandes-là, surtout quand on vient qu'on n'a pas de rocher, la capture se fait en temps réel. Et puis on perd énormément de temps. Comme pour dire que cette évolution à la télévision du Burkina est bien, mais peut mieux faire. En attendant donc que le passage vers la télévision numérique de terre soit une réalité à la RTB, il compte développer les initiatives nécessaires pouvant contribuer à rehausser la qualité des productions de la télévision pour le grand bonheur des téléspectateurs.
2 places, 4 candidats, objectif 8e de finale. C'est parti pour les manches éliminatoires de votre émission de télé-réalité musicale Faso Academy au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Ils étaient donc 4 face au jury. Le point est signé de Étienne Bassenga. Tout le monde se lève. Plus fort. Début des manches éliminatoires de Faso Academy 2013 au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Pour cette journée, 4 candidats étaient en lice pour 2 places en 8e de finale. Devant un public très attentif, chaque candidat a fait valoir ses meilleurs atouts pour séduire le jury. Au son de Bina des jeunes conqueurs, la file à bombe de Grec pour les garçons, Fomlamdata de Nourat pour les filles, il fallait faire preuve de sa maîtrise du test, montrer que la scène n'a plus de secret et bien agencer le test à l'instrumental. Une des grandes innovations cette année, le jury attribue directement la note du candidat à la suite de sa prestation après avoir émis les critiques. Confiance en toi parce que tu peux faire mieux si ces 2 éléments sont réunis. Alors, moi, je te donne 7. Désormais, le public peut se faire une idée des résultats avant la délibération des membres du jury. Nous ne vous donnerons pas ceux qui ont été jugés dignes de poursuivre l'aventure en 8e de finale. Suspense, cette manche vous sera diffusée ce mardi 30 juillet sur votre petit écran. Après donc Ouagadougou, l'équipe de Faso Academy fera ses valises pour Gawa, qui verra sa manche éliminatoire rimée avec les activités des 50 ans de la télévision du Burkina. Voilà, c'est en musique que nous refermons cette édition. Et pour conclure, comme certains de mes dévanciers, à propos de musique, Luciano Pavarotti, ce grand ténor italien, nous dit que elle chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. Alors à toutes celles et à tous ceux qui sont sans amour, sans paix et en pleurs, je vous souhaite de la musique. Bonsoir et à demain.